Je me permets de prendre la parole après Lucien. Vous avez vu notre vie et je veux souligner que ce que Lucien a fait avec l'atelier, nous avons eu la chance d'avoir de bons compagnons qui sont restés très, très longtemps, certains plus de 30 ans. Nous avions une atmosphère qui nous a aidés et qui compte beaucoup pour nous dans notre souvenir et nous les en remercions. C'est pour ça que je prends la parole, parce qu'on a mis leur nom pendant l'exposition, mais elle est passée peut-être inaperçue. Nous avons travaillé ensemble comme nous avons travaillé ensemble sur les chantiers. Les chantiers, tout à l'heure, peut-être, vous parlerez de la Mémé. Et la Mémé a été construite après 68, ce qui nous a permis peut-être de le faire, car l'université, à cette époque, était bouleversée par tous les événements. Donc, ils ont donné l'autorisation aux étudiants de choisir leur architecte. Et ça a été un chantier merveilleux, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. On a expulsé Lucien du chantier à un moment, mais ça ne fait rien. Nous gardons un souvenir extraordinaire, car aussi bien si l'université, après, nous a fait beaucoup, beaucoup d'ennuis, tout l'ensemble du chantier, les maçons, extraordinaires. Moi qui suis française et qui suis incapable de parler le flamand, vraiment, et je m'en excuse à l'avance, c'était des maçons flamands et nous avons été d'une grande sympathie, vraiment terrible. D'ailleurs, cette sympathie, vous la verrez si vous vous promenez dans le chantier, enfin, à l'université, c'est plus un chantier bien sûr. Il y a deux grands personnages et ce sont les maçons qui les ont faits spontanément, qui représentent d'ailleurs la femme du chef du chantier. Et le chef, c'est le couple, Fons et Emma. C'est pour vous préciser que l'ambiance était d'une sympathie et d'une grande, grande confiance. Et ce qui est rare, parce que évidemment, il y avait au milieu l'université. Donc, j'ai pris la parole pour vous dire que nous avons essayé de vivre un long chemin ensemble avec Lucien et avec une atmosphère qui était comme celle qu'on a toujours pensé, aussi bien dans notre vie personnelle que sur les chantiers et avec les gens. J'ai gardé d'ailleurs, pour certains premiers chantiers que nous avons faits il y a très longtemps, à Cergy-Pontoise, j'ai gardé depuis, je crois que c'était vers 62, je garde toujours correspondance avec ceux qui sont retournés dans leur pays, ils étaient étrangers, italiens, et on a gardé une confiance. Donc vous voyez, quand il y a une atmosphère de sympathie et de confiance, de partage, puisque vous avez vu les tartes, eh bien, tout va plus facilement. C'est difficile, mais c'est quand même facile. Merci de m'avoir donné la parole. Encore bonsoir. Je commence avec cette image-là. Ça représente des gens relativement quelconques. Je veux dire, ils sont habillés d'une façon traditionnelle. Ça veut dire qu'ils obéissent à une valeur supérieure à la décision personnelle, etc. Ils ont leur langage, leur style, etc. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Tout, mais comment? Il se fait qu'entre eux et nous, il y a une grande divergence, mais il y a une surface qui appartient aux deux à égalité. Et à l'intérieur de ce petit domaine, on doit pouvoir s'entendre pour faire des choses qui doivent se définir petit à petit. Suivant. Voilà. Alors là, c'est l'inverse. C'est un des bâtiments les plus laids que j'ai jamais rencontrés. L'image est à l'envers, mais l'endroit n'est pas mieux. Gropius est un grand architecte, c'est vrai, dans une période d'assassinat culturel, parce que l'industrialisation, qui est une intelligence ni bonne ni mauvaise, mais sans but avoué, prend la maîtrise de la forme.
Et la définition de l'industrie est simplement qu'on fait un objet multiplié par un nombre inconnu. C'est misérable qu'on puisse, avec ça, faire un jeu de forme qui a sa beauté, mais qui n'a pas sa chaleur. Suivant. En face de ce bâtiment-là, il y a celui-ci, une école de diaconesse qui a son style, peut-être un peu romantique. La tour principale, on dirait un chapeau sur une vieille dame, mais c'est varié et sentimental. Le Bauhaus de Gropius obéit à une loi de frayeur du contact avec n'importe qui. Elle chasse tout rapport avec l'autre. Je n'ai même pas réussi à photographier le Bauhaus avec un autre bâtiment. C'est fait comme ça. Suivant. Alors ça, c'est une merveille. C'est notre ami autrichien qui a fait des logements bon marché pour la ville de Vienne. Hundertwasser. Il a son style. Il n'est pas architecte, mais il sait ce que c'est des volumes et des surfaces, et il y ajoute son sens de la peinture. C'est sentimental, c'est tout ce qu'on veut, mais ça a une présence extraordinaire, alors que les préfabriqués plats, c'est rien. Et on est satisfait de ça. Suivant. Alors ça, c'est une définition d'un urbanisme libre où ils ont découvert la parallèle. Tous les citoyens, vous les voyez, ils vont dans le même sens. Les parallèles, par définition même urbaine, sont deux objets qui ne se rencontrent jamais. Si ça fait, et les parallèles croisés, ça fait le quadrillage, tue les irréguliers qui font le sentiment d'une ville. Ça c'est connu. Maintenant, si on regarde à droite, au milieu, il y a une petite tache blanche. Ce n'est pas un mouton, c'est une chèvre. Et pour être prise pour un citoyen commun, elle a pris la direction de la parallèle. Alors à gauche, en dessous, il y en a d'autres qui hésitent un peu. Ce sont des usurpateurs, ils ne font pas partie de la population. Déjà là, il y a toute une série de déformations de l'abstrait. Suivant. Ma théorie, mon choix de l'urbanisme, c'est une série de vieilles dames qui mâchouillent ensemble et qui ont formé un dessin urbain qui, à vol d'oiseau, en plan, représente toutes les relations des unes avec les autres. L'une aime se toucher avec une autre parce qu'il y a une sympathie. Une autre ne veut pas être à côté d'une troisième parce qu'elle fait du bruit en mâchouillant. Une quatrième, elle gesticule, etc. Toutes ces caractéristiques, alors vues en plan, forment la ville. Ça, c'est ma façon de voir. Suivant. Alors, c'est des habitations bon marché, préfabriquées, où les joints sont parfaits, ça tombe juste. Les huisseries sont très fonctionnelles. Et les habitants grossissent. Tout va bien. Suivant. Je suis retourné 15 ans après. Il y a eu une réhabilitation des HLM. Ils ont reçu un toit vert. Suivant. Alors, si ça ne va pas, on casse. Et c'est une photo tragique. Un tiers de million de mètres carrés d'habitation sociale a été construit à Saint-Louis du Missouri, aux États-Unis. Et c'est la machine qui a pondu les choses, les unes après les autres. Quand une bonne partie a été terminée, ils ont laissé entrer les pauvres pour lesquels c'était destiné, des Noirs, des ouvriers, des Espagnols, etc., qui ont agi comme ils faisaient dans leur taudis, c'est-à-dire qu'ils ont taudifié, ils ont cassé, etc. Donc on les a chassés, on les a mis dans un autre, ils ont pillé, etc. Et
les Américains sont pratiques, donc ça ne va pas, on casse. Et cette première photo, c'est l'inauguration de cette technique de démolition par implosion. Il suffit de mettre les détonateurs au degré 0 au milieu et au degré +1 en périphérie. Ce bâtiment s'effondre en lui-même. C'est plus simple que de se répandre sur les voiries. Et ça donne une terreur à le voir, à même voir la photo, parce que c'est une espèce d'autodestruction. Il ne reste qu'un tas dont la vertu architecturale est simplement l'angle de talus naturel. Il n'y a plus rien que la pesanteur. Ils n'ont pas osé continuer. Suivant, je crois. C'est ça. Et ils ont confié à un artisan, vous voyez, avec sa machinerie, sa flèche et une boule en fonte, et toc, 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 patiemment, il casse toute la façade d'un côté pour pouvoir mieux casser l'autre après. Et le quartier était devenu maudit. Je l'ai traversé, mais j'étais seul. Les habitants de Saint-Louis font un grand détour pour ne jamais traverser cette aventure-là. L'architecture a du sentiment, quand même. C'est l'auteur. C'est drôle, mais bon. Ces deux boîtes que vous voyez là, c'est cette architecture qu'on a fait sauter en y envoyant des avions chargés de kérosène. C'est le World Trade Center, et lui, c'est l'architecte du World Trade Center. Il a fait encore d'autres choses du même acabit. Bon. Mais j'ai rien à dire, je crois. Suivant. Le bâtiment d'1 kilomètre de long se trouve entre Rome, sa banlieue, et l'aéroport. Le kilomètre, c'est pas vraiment ça, c'est 4 bâtiments de 360 mètres qu'il a fait pivoter pour faire une barre. Pourquoi? Personne n'a compris, mais on l'a fait. Divisé en 4, c'était déjà mieux que divisé en 1. Mais bon, je crois qu'il est passé à travers le miroir. À un moment donné, les gens se questionnent et se disent « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce qu'on dira de moi ?» Et il faut faire quelque chose d'éclatant. Il a fait une connerie. Alors, bon, c'est habité parce que tout est habité. C'est bizarre, mais c'est une belle architecture de l'intérieur. Il y a des ouvertures à la Piranèse, il y a des reflets de ciel qui viennent, etc. C'est un vrai architecte, mais bon, il est tombé sur la tête. Il est question de réhabiliter, mais on ne sait pas comment. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui sont à l'aise. On a choisi de préfabriquer parce que ça allait plus vite. Ça a pris 4 ans de plus. Parce que c'était moins cher. Les caisses ont été vidées au milieu. Parce que c'était fidèle. Il y avait une partie qui était consacrée au commerce, comme le Corbusier, à Marseille. Mais ça, c'est pas Marseille, c'est pas le même endroit. Il n'y a pas un commerçant romain assez fou pour aller au 6e étage dans le ciel, vendre quand il n'y a aucun client. Donc c'est resté vide, sauf que c'était squatté par des familles qui ont pris l'électricité sur la cage escalier et de l'eau sur les toilettes. Et il est impossible de les chasser. Ils ont un droit. Bon, ça finit en guignol, finalement. Nous avons été appelés à Alençon. Il y a un quartier qui était dirigé par des socialos très motivés. Ils ont fait beaucoup de bruit. Il y a eu les élections. Ils se sont retrouvés dans les sièges de la mairie et ont voulu réhabiliter le quartier. On nous a appelés, je ne sais pas qui, il y avait des intermédiaires qui avaient dit que je savais peut-être faire des choses aléatoires ou humaines. Et on a répondu à toutes les questions. On n'a pas inventé les questions, mais on a répondu. Et on a suivi, par exemple, on a mis sur le grand plan, à chaque fois qu'il y avait une question, on mettait un témoin, une punaise ou quelque chose comme ça sur toute la carte. Et ce n'était pas aléatoire, ça dessinait une espèce de Z qui traversait un bâtiment et qui allait d'Alençon-Ville à Saint-Paterne, un village au sud-est. Et c'était le tracé de l'ancien sentier
qui était un sentier campagnard. Il est resté à travers ça. Alors, comme il fallait faire une école primaire, je n'ai pas fait l'architecture, mais j'ai discuté avec l'architecte qui était nommé, Chifflet, et je lui ai dit, on va suivre le sentier. Et en fait, on a fait les classes comme des maisons et le sentier comme le couloir extérieur. Et il continue à passer. C'est très sympathique d'avoir un collège comme ça, alors que tous les autres ressemblent à des prisons. Donc ils sont fort à l'aise. Les enfants, quand ils en ont assez, ils sortent, ils grimpent à l'étage de la tour, leur maman leur prépare quelque chose, ils reviennent, tout va bien. Il n'y a pas de clôture. Ça a fâché des instituteurs, ça a refâché à l'inverse mon ami qui était devenu adjoint, en disant vous êtes des hypocrites, vous savez très bien qu'il y a des trous dans les clôtures avec le sol usé tellement il est utilisé. Mais la responsabilité officielle n'est pas la vôtre, parce qu'il y a, etc. On a discuté. C'était important de marquer les choses et de donner une architecture qui a des formes romantiques, s'il faut avouer, mais qui sont des formes qui parlent au lieu d'un cube, qui est quand même une imbécilité. Suivant. Ici, à Alençon, on a essayé de toucher ces bâtiments, de mettre un nouveau bâtiment contre le béton des anciens. On n'a pas réussi. Ils ont la même répulsion que le Bauhaus. Ça va avec. Là, la première fois que j'étais invité en France, c'était un concours à Cergy-Pontoise pour première phase, 65 logements. Au total, ça faisait 150. On a proposé de jamais faire 2 fois la même chose. Ensuite, de demander aux gens, futurs acheteurs, futurs habitants, de dire comment ils veulent les choses et d'aller plus loin que ce qu'ils ont défini. Et ça a donné ceci. C'est le seul de toute la ville nouvelle de Cergy-Pontoise où il y a un tel désordre. Et ce désordre provoque des réponses par le paysage lui-même qui s'organise pour s'occuper lui-même. Si c'est une route avec 2 façades, il ne se passe rien. S'il y a des coins, recoins et des végétations que Simone a réussi à faire planter dans les espaces publics, on avait, les premiers faisaient 65 logements, tous les gens se connaissaient, donc ils sont entrés là ensemble, à peu près, et ça a vécu pendant tout un temps dans une sorte, pas d'amitié, c'est pas à ce niveau que ça joue, mais de respect du voisinage et des voisins. Et petit à petit, la même chose que où nous habitons, ils se sont multipliés, ils étaient plus riches, ils étaient trop petits, ils ont vendu, et petit à petit, tout s'est transformé. On est revenu avec Patrick Bouchin, les visiter tous, il en restait 3 anciens, et ils n'avaient pas de relation avec les autres, parce que les nouveaux, c'est comme ça aussi au Berlaymont-Gaiskens, les nouveaux entrent avec méfiance et ne veulent pas avoir de relation. Ceux qui ont participé, oui. Alors, il faut 5 ans pour qu'on se connaisse dans l'escalier, dire un peu vaguement bonjour. Et quand ils quittent, on est triste parce que ça a commencé. Suivant. C'est tout mêlé. C'est 100 logements à Auxerre. C'est surtout Bernard Fassol qui a organisé tout ça. 100 logements différents. Pour nous, ça va de soi. Pour la mairie, c'était un coup à l'estomac. Mais ils s'en sont remis en disant oui, pourquoi pas. Et ça coûte exactement le même prix que 100 logements. Les mêmes, puisqu'on a un budget, on peut faire l'un ou l'autre, c'est égal. Donc on est resté dans le budget. On s'est basé sur 2 choses simples. La place publique est devenue une placette et la rue, c'est devenu un boyau. Faire la voirie la plus étroite pour que les gens craignent pour le rétroviseur. Ils ralentissent. On peut mesurer la vitesse, etc. Et comme ils se rencontrent, ils peuvent regarder dans le pare-brise de l'autre pour voir si ce n'est pas un copain. C'est les relations qui sont faites par les dimensions. Suivant. Là, c'est l'Université catholique de Louvain dans les beaux jours. Très résumé. 68, tout le monde connaît.
les politiques qui étaient discutées ont continué à vivre après. L'université de Louvain, que je ne connaissais pas, je n'avais jamais mis les pieds ou rien, je ne savais pas. Les étudiants en médecine se sont révoltés. Il y avait deux révoltes linguistiques qui étaient un peu folkloriques. Dès qu'il y a eu de l'argent, on s'est tu. Ça allait très bien. Et après, les autres voulaient un siège muet au conseil d'administration pour prévenir les imbécilités qu'ils pourraient faire. C'est un peu comme ça qu'ils expliquaient. Ils ont été chassés proprement en disant maintenant c'est tout, ça suffit. Ils sont revenus en disant si nous pouvons choisir notre architecte, on est d'accord pour continuer avec vous comme ça. L'administrateur général s'est esclaffé en disant mais qu'est-ce que vous allez bien faire avec un architecte? Il se fait que la politique de l'enseignement de la médecine était une chose claire. À côté de ça, la politique de la qualité ou du défaut urbain et architectural n'était jamais comprise par aucun architecte. C'était pas ça. Par contre, en 68, ça a éclaté. La vertu politique s'est introduite chez certains architectes, pas beaucoup, comme grand motif de composition ou de choix des formes. Les étudiants en médecine, par hasard, avaient rencontré des étudiants en architecture de la Cambre, qui leur avaient expliqué qu'en 68, moi, je n'avais pas crié dans les rues, il y en avait assez, mais j'ai passé les nuits à l'école pour aider les étudiants qui travaillaient alors pour ne pas perdre une année. Ça, c'était une chose qui était claire. Ils ont dit ça, c'est pour ça qu'ils m'ont choisi. Ils ne me connaissaient pas plus que ça. On a commencé, on a passé 2 ans merveilleux qui ont été si extraordinaires que j'ai dû conduire des charters d'architectes à travers tout ça parce qu'ils avaient entendu parler d'une architecture de participation. Après, ça s'est calmé. Le recteur, magnifique, paraît-il, était furieux parce qu'il y avait des gens qui l'écrivaient. Enfin, bon. Et au bout de 2 ans, j'étais foutu dehors, simplement. Et je sais toujours quel est le motif. Je sais toujours pas quel est le motif. Enfin, ça fait rien. Et depuis, je ne connaissais pas l'université. Je n'ai pas réussi à attraper aucun personnage de l'université. Il fuyait. C'était des bois et des saletés. Et j'ai été invité en France et aux Pays-Bas à faire des travaux chez eux. Et c'était toujours des travaux extrêmement progressistes, intéressants, paternels, de faire des choses ensemble. On a vécu là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Suivant. Oui. Alors, il n'y a aucun endroit qui est identique aux autres, mais c'est entièrement préfabriqué, tous les châssis, etc. Les dalles, c'est des dalles épaisses avec des poteaux un peu plus gros que nature, que d'habitude, aléatoires. Je n'ai pas voulu le mettre sur une régularité, ça va aussi bien. Chaque poteau a sa surface à tenir en l'air. Et les endroits où une surface touche l'autre, c'est l'endroit de coopération. S'il y en a une qui fléchit, c'est toutes les autres qui aident. C'est la définition de ce système. Elle est morale et illustrée. C'est pas pour rien. Comment les faire loger? Si je dessine une chambre et qu'on la multiplie par 300, je ne suis pas fier. Parce que c'est 300 différents qui viennent là-dedans. Et bon, c'est clair. Mais comment faire donc tous les étages principaux de la mémé? Je fais cette dalle qui n'a pas de retombée de poutre. Donc c'est tout lisse. Et les colonnes qui sont dedans, et puis des cloisons mobiles qu'on a étudiées, qui sont passées par gants à l'incinérateur, là, pour voir si ça résistait à 30 minutes. C'était 45 minutes de résistance au feu, donc ça va. C'était simple. On les met verticalement, on les colle avec 2 coins et elles tiennent, simplement, coincées. Et il y a des joints acoustiques. Et on s'est moqué de moi parce qu'ils n'ont jamais changé. Sauf au premier niveau, qui appartenait officiellement à la maison médicale, c'était son bien, l'université n'avait rien à dire.
ça changeait tout le temps. Chaque fois que je venais, la porte d'entrée n'était plus là où elle était hier. Et suivant, peut-être on peut voir, oui, ils ont déplacé sans arrêt les cloisons. Donc s'il y a maintenant des différences de désir d'habitation, par exemple, plus grand, on peut faire plus grand 10% par chambre. Et c'est tracé sur une trame de 10 cm, de 30 cm, avec préférence 10 et 20. C'est Houbraken, un génie de l'organisation industrielle de l'habitation, visant la participation, c'est deux choses contradictoires, qui a mis ce système SAR, Stichting Architects and Research. Je l'ai suivi aveuglément. Ça nous a aidés, je crois. Ce n'est pas indispensable, mais enfin, c'est une chose. Alors ici, c'est le désordre. On a joué aux cartes pour être sûr de ne pas être notre victime de nos sentiments. On a joué aux cartes parce que je n'avais pas de table de hasard pour savoir quelle fenêtre on mettait à quel endroit. Et puis on a dessiné les chambres. Les fenêtres étaient des multiples de 30, moins 10 cm pour un poteau qui recevait les cloisons. Tout ça, c'est parfait. On peut changer tant qu'on veut. Je ne sais pas dans quel état c'est. Je n'ai plus mis les pieds. Je ne sais pas le bienvenu là-bas. Donc toutes ces recherches visent toujours une utilisation plus riche, une souplesse et bénéficier de l'action et des projets des habitants en dehors de nous, et puis le faire avec eux. Sinon, ils vivaient comme ça. Moi, j'ai dessiné l'escalier, ils ont fait le reste. On a mis le plancher et tout va bien. Ils vivent ça. C'est un chef-d'œuvre, mais aujourd'hui, c'est sans doute pas du tout la même chose. Mais pourquoi pas, ça change. C'est dans les greniers, ça. Voilà, en cache-poussière médicale blanc, le président de la maison médicale qui change sa cloison, tout simplement. Suivant. La gare de métro Alma s'était proposé de choisir l'architecte de la zone sociale de l'université pour être sûr d'avoir quelque chose qui aille avec, une intention un peu floue, pour avoir autre chose qu'une boîte de 100 mètres sur 20 sur 30, où il y a un train qui passe de temps en temps, et où on s'ingénie à badigeonner des choses artistiques sur les murs. Il y en a qui sont très beaux, il y en a qui sont quelconques, etc. L'intention est belle, mais ici, c'est l'objet qui était devenu l'architecture. Donc, sur cette dalle qui couvre les 100 mètres, etc., de station, on devait construire d'autres bâtiments dessus. Donc, les poteaux devaient être plus gros là où il y avait des bâtiments, où il y aura des bâtiments. Et on a modelé les épaisseurs du plafond, enfin les épaisseurs de la dalle, en fonction des efforts. Je me sens très ingénieur en faisant ça, mais ça donne ceci. Alors, on a divisé les choses en triangles pour que ce soit plus facile à coffrer, etc. Et Simone s'est occupée de faire les dessins dont les contours ne respectent pas du tout les triangles. Ce contraste est important aussi. Actuellement, c'est devenu un peu fade. On est occupé à les rehausser, à retrouver par sablage ou choses comme ça, à retrouver l'ancienne couleur, parce que c'est dans la masse de 5 cm comme sorte de prédale. Tout le reste était choisi de la même façon. J'en passe. Suivant. Voilà le coffrage. Ça, c'est une œuvre d'art. C'est extraordinaire. Comme on devrait l'exposer dans une galerie de sculpture. Mais bon. Suivant. Les barrières. Le métro est dangereux. Il ne faut pas que les gens puissent entrer sans surveillance. Donc, on a mis du verre, mais empêcher quelqu'un d'entrer, c'est quand même mal poli. Et Simone a peint là-dessus des fleurs, des légumes, des feuilles, tout ce qu'elle connaissait d'herbes, etc. Et on a cuit ça en sécurite en Wallonie. Et ils sont revenus et ils sont fichés dans le sol, c'est parfaitement solide. On n'a pas encore réussi à en casser un. Je crois qu'il y en a un qu'on a cassé, mais c'est exprès. Suivant.
Là, suivant. Alors, on a demandé aux maçons de s'exprimer. On était en termes pacifiques et extrêmement curieux les uns des autres. Le chef maçon était extraordinaire. Était là. On leur a dit, vous allez faire quelque chose avec les matériaux que vous possédez, c'est des briques et des blocs. Et ça doit faire au moins 3 mètres de diamètre et environ 90 cm de hauteur quelque part. Et ça, c'est dans le pavement, ça remonte, ça suit, etc. La butte, les gosses sont sans arrêt là-dessus. J'ai reçu une lettre furieuse de la maman d'un enfant disant que je devais lui payer les pantalons de son fils qui sont troués. Donc tout va bien. Et à ce coin-là, ils ont fait, j'avais dit, ça doit aller haut, donc ils ont fait une espèce de montagne à relief successif pour regonfler en haut, etc. J'ai rien proposé, j'ai simplement dit la hauteur et l'empattement. Et ils sont revenus le dimanche pour montrer à leur famille ce qu'ils font. Ils font jamais ça. Suivant. Alors, on a tout cassé. Tout ce qu'ils ont fait a été détruit au marteau-pic par l'Université catholique de Louvain, l'Alma Mater, pour être remplacé par ce machin qui est un abri pour une station-service d'une autoroute ou quelque chose comme ça, soi-disant pour faire les rangs au sec. Mais d'abord, pourquoi faire des rangs, etc. Mais on n'en a pas raconté. Et c'est devenu un machin pourri pour le moment. Il n'est pas du tout transparent, il est orange et il pourrit sur place. Merci, UCL. Suivant. En Hollande, on était invité à transformer une ancienne école vers 1900 en académie d'expression par la parole et par le geste. C'est dans l'ordre que ça s'intitule. J'ai reçu un monsieur extrêmement gentil, mais on voyait les orteils dans ses sandales. C'était le directeur de l'académie, qui était venu avec un sac, avec les archives de l'école, et il a dit, on veut travailler avec vous. On a dit oui, et avec les étudiants. Il a dit bien sûr. On a commencé à faire la bibliothèque. Or, avec 2 classes et un couloir, on a remplacé le croisement des murs par une colonne et on a démoli le reste. Et vous voyez, quand j'ai vu que les ouvriers avaient démoli suffisamment, je leur ai dit stop, on ne touche plus. Et c'est resté comme un souvenir d'un humain qui a travaillé pour la bibliothèque. Suivant. La même chose pour le guichet entre la cuisine et la salle à manger. Voilà les étudiants. Suivant. Là aussi. Suivant. Et ils voulaient faire un théâtre, mais ils n'avaient pas l'argent pour le faire, mais ils avaient une cour intérieure. Alors j'ai dit, en fait, dans la cour intérieure, on a mis 4 grosses jambes de bois lamelées collées aux 4 coins en diagonale, donnant sur un carré que vous voyez là, qui est un lanterneau, qui a une petite maisonnette, avec une occultation absolue. Et ils ont fait, avec la régie qui est dans le dos, ils ont fait une salle expérimentale de théâtre pour tout leur enseignement de théâtre, c'est fonctionnel. Et alors, on est habitué à, comme maintenant, au noir, et subitement le ciel s'ouvre parce que le rideau donne du soleil, c'est toujours un miracle de voir. Bon, c'est des choses qui se font toutes seules. Suivant. La bibliothèque, au lieu d'avoir une tablette droite, on a fait des vagues. Du coup, c'est autre chose. Suivant. L'escalier dans la 2e école qu'on a transformée aussi doit être un escalier théâtral. Alors on l'a rendu théâtral. C'est-à-dire qu'on a un peu tordu les balustrades et on n'a pas fini les murs. Voilà, suivant. Ça c'est autre chose. C'est en France, aux usines Peugeot, à Montbéliard, un endroit qui s'appelle Bétoncourt. Je n'invente pas. Il y a ça, qui est 40 logements de 2 chambres à coucher, tous les mêmes. C'est même pas tout à fait préfabriqué, c'est préfabriqué dans l'esprit de l'architecte, mais dans la réalité, c'est de la maçonnerie normale, coulée en béton, bien sûr, avec les fenêtres qui sont toutes les mêmes.
Et c'était vide depuis 5 ans. Ils avaient squatté tout ce qu'ils pouvaient. On a muré le rez-de-chaussée, ça ne servait à rien. Et ils ont décidé de le démolir. Et j'avais un ami qui était dans la société d'habitation qui possédait le bâtiment. On a discuté. Je lui ai dit, c'est bête, démolir, on peut se servir de ça. Et on peut démontrer que transformer, c'est mieux que supprimer. Alors il a dit, mais ça dépend des subventions. Il nous faut des subventions pour du neuf, qui sont beaucoup plus intéressantes que des subventions pour retaper les choses. Et ce n'était pas retaper non plus. Alors, il a inventé le nouveau terme de démolition administrative. Il a été chez le sous-préfet pour dire, voilà, nous avons un projet de démolition administrative, on voudrait avoir de l'argent pour du neuf, puisque c'est une démolition administrative. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais on ne démolit pas comme à l'administration. Ah bon, c'est passé. Et on a eu le budget, on a pu le faire. Suivante, je crois. Un peu en désordre. Ça, c'est la suite, c'est la fin, je veux dire. Il y avait 4 travées. La première, on l'a démolie complètement, ça on sait faire. La deuxième, à moitié en hauteur, c'est déjà plus difficile. La troisième, 1,5 mais un peu ébréché. La quatrième, on a ajouté des chambres à coucher dans un 4e étage que vous voyez là à droite en plus. Donc c'était très compliqué. On est dans les prix pour du neuf. On a mis un jardin avec une haie. Un habitant d'Argelès n'a jamais le droit d'avoir son rez-de-chaussée avec un jardin à lui devant. Donc maintenant, et ils vivent comme des propriétaires. Suivant. C'est curieux. Voilà comment on a fait. Suivant. Alors, c'est là que nous habitons. Je vous ai raconté l'histoire. Il y a une chose intéressante, parce qu'elle est d'intérêt général. 2 plans de ce que l'arbre en fleurs cache, celui avec le balcon là en haut, l'un pour un jeune ménage et juste en dessous pour une vieille dame. On ne fait pas le même plan pour 2 races aussi différentes. Donc le jeune, j'ai trouvé la diagonale de ce carré pour la rendre libre, pour que dans un endroit, on voit une grande dimension. Pour la vieille dame, elle avait encore l'idée bourgeoise, on peut dire, d'avoir un hall d'entrée où le facteur peut entrer mais personne d'autre, et une cuisine totalement séparée de la salle à manger. Bon, je lui ai laissé ça. On a fait ça, mais les salles de bain ne sont pas l'une sur l'autre. Ça a coûté 2 tuyaux de plus. Et pour ces 2 tuyaux, l'ensemble de tous les appartements de Bruxelles sont intransformables. Parce que si on en avait mis 2, on aurait pu le faire. Le nombre de cuisines qui sont séparées du séjour par une cloison qu'on a démolie est incroyable ici. Bon, ça change, mais démolir de la maçonnerie, c'est déjà dur. Suivant. C'est de nouveau l'école, l'académie. Suivant. C'est un peu mêlé. Tiens, ça s'est répété. Suivant. Suivant. Oui, plus vite. Alors, à Belfort, on a été demandé pour dessiner un lycée technique important. Et de nouveau, les écoles sont des industries à enfants à redresser. C'est pas possible de faire de ces grosses barres toutes des classes identiques, etc. Alors qu'il y a des programmes très différents. Il y a différents métiers qui sont employés là. J'ai proposé de faire une ville romaine, c'est-à-dire d'avoir un centre, qui est la place publique, avec une partie qui est protégée de la pluie, comme ça ils peuvent fumer dehors, et 4 rues, qui sont de véritables rues, et qui ont une destination, et que ce soit ouvert sur le quartier. Ça a été fait. Tout ce qui est noir, en toiture noire, c'est l'école. Et tout ce qui est blanc, c'est pas l'école. Mais il y a des blancs, il y a des noirs qui sont des maisons. J'ai construit 2 maisons, les extérieurs d'une série de 4, dont les 2 milieux ne sont pas faites, pour qu'ils fassent ça là. Donc amorcer l'avenir. Ça réussit très bien.
suivante, je crois. Oui, c'est ça. La vue de la métallurgie, c'est celle-là. C'est quand même plus plaisant que ce qu'il y a derrière, ou que des usines. Je reprocherais aux usines, ils ont leur programme, mais si on peut enseigner la métallurgie là-dedans, il faut le faire, je crois. Alors, bon, tout ça a été démoli, les Bleus. L'ancien ministre qui était de là a décidé que, je l'ai rencontré, il valait mieux avoir un style répondant à la région. Donc, il l'a cassé. Suivant. Le reste est là. Suivant. Voilà. Ça a disparu. Suivant. Ceci est resté, plus l'auvent vitré. Suivant. Les démolisseurs avec un architecte de la démolition. Suivant. Un confrère. À Paris, une école, un collège, ça s'appelle, devait se transformer et s'agrandir. J'ai essayé de trouver des rapports entre la chose et la chose enseignée, entre l'enveloppe et le contenu. Il y avait une ancienne aile, j'ai proposé qu'on enseigne l'histoire. Il y avait une nouvelle, on a mis de l'inoxydable. Il y avait la musique et les arts, les dessins, etc. J'ai proposé de faire la tour des arts, la voilà. Elle a un périmètre travaillé, il n'est pas carré, il est simplement compliqué. Et au-dessus, il y a une terrasse avec de la terre inaccessible pour que la nature fasse là ce qu'elle veut et qu'on ne puisse pas la surveiller. Je crois qu'ils ont mis des échelles quand même. Suivant. Ça, c'est encore à Belfort. Suivant. Et ça, c'est l'école un peu mêlée. C'est l'école à Coudry, qui est un lycée technique de nouveau, où on a choisi les matériaux par rapport au sujet. Les ardoises de bois imputrescibles qui sont sur les façades, c'est un peu romantique, c'est dans les montagnes que ça se fait, pour les endroits où il y a de l'échange, la salle de discussion, la salle de culture, la salle de conférence, etc. Les classes ont été en briques. Oui, du bois en planche était pour d'autres choses. La musique et le dessin, encore une fois, on aura fait une forme différente. Et l'administration est revêtue d'inoxydable. C'est symbolique. Suivant. Ça, c'est une cheminée solaire. Le soleil chauffe l'air qui est dans la cheminée, qui monte et il sort. Et ça suffit pour ventiler l'aile. Suivant. Ça, c'est de nouveau l'école où les verreries étaient chaque fois avec des verres de dimensions différentes, légèrement différentes. Et les vitriers n'ont pas réclamé, c'est quand même plus facile de les avoir à droite. Et puis, ils ont tellement bien compris que les grandes longueurs doivent être arrêtées par un joint. Donc, on ose. Eh bien, le joint, ils ne l'ont pas mis perpendiculaire, mais de travers. Je n'avais pas demandé. Oui, c'est contagieux. On avait des rapports bons avec eux. Suivant. Suivant. Ça, c'est la façade de l'école moyenne, où j'ai demandé qu'on fasse un revêtement de miroir sur la façade à rue de l'ancienne aile. Donc, en regardant l'école, on voit en face, dans les environs, il y a un rapport. Suivant. Alors ça, c'est important. Il y a une série de couleurs. Elles ne sont pas aléatoires. Il y a des styles, des vogues, etc. Suivante. Les couleurs de Simone, c'est la même chose. Tous ces bidons devaient être transportés parce que toutes les classes étaient de couleurs différentes.
Ils n'étaient pas fâchés, mais voilà. Suivant. Suivant, c'est l'administration. Encore. C'est la même. C'est encore l'extérieur. Ça, c'est vous voyez, c'est très mêlé. C'est un désordre chez moi, c'est instinctif. Bon, les cloisons mobiles ont été utilisées pour une école qu'on a insérée dans les bâtiments. Elle n'était pas prévue au départ. 10 ans après, on m'a rappelé en disant c'est trop petit, il faut tout changer. J'avais proposé des cloisons mobiles et elles ont été construites. On a ri d'ailleurs, c'est des cloisons mobiles, voyons. Puis, pour le changer, on a démonté toutes les cloisons mobiles. J'ai demandé à ne pas faire de plan, mais à réunir le lundi les 2 premières classes avec un mur mitoyen et de leur demander de réduire la surface de 15% environ. Et puis les 2 suivantes, les 2 après. Et le samedi, on avait un plan général qu'on a appliqué à peu de choses près. La salle des professeurs faisait 5 mètres carrés, c'était trop peu. Enfin, suivant. Une école à Braine-l'Alleud, avec la meilleure pédagogue célèbre belge, Claire van der Kam, qui est morte il y a 10 ans maintenant, qui suivait les pédagogies libres, Karl Rogers, etc., et qui m'a demandé de faire une partie d'école, 3 classes, 1, 2, 3, et au-dessus des chambres, dortoirs pour cela. La classe, c'est un séjour, une cuisine et une salle de travail, chaque fois. Donc normalement, l'État belge organise les écoles en les orientant sud-sud-est. C'est la meilleure orientation, c'est vrai. C'est vrai, mais peut-être pas pour tous, mais c'est obligatoire. Ici, j'ai mis le centre pour sud, et puis l'un pour l'est et l'autre pour l'ouest. Ils ont des différences. On a mis des mobiliers différents avec des couleurs différentes. Elles sont toutes différentes, mais il y en a une qui est plus bleue, l'autre qui est plus rouge, et l'autre qui est plus verte. Donc, ce n'est pas vulgaire. Et ça fonctionne merveilleusement, suivant. Cette pédagogie est belle. Et alors, les bâtiments se sont multipliés. Chaque classe avait une porte-fenêtre pour sortir dès qu'ils en ont envie, dans le jardin, faire n'importe quoi. Ils sont très libres. Suivant. Pour l'inauguration, on leur a demandé de faire une grande fresque ensemble sur un mur précis là-bas. Et j'avais demandé à Pierre Lahaut de leur expliquer un peu ce que c'est un mur et de les aider, si on lui demandait. Et ils se sont mis d'abord à discuter, comme des urbanistes, c'est ce qu'ils font pour le moment. Et ils ont fait un horizon, mais pas du tout horizontal, avec une montagne et puis une vallée, et puis encore une petite montagne, et puis ça remonte. Et sur ça, ils ont mis une route, et sur ça, ils ont greffé les habitations qui dessinent maintenant. Suivant. Non, je finis avec ça. Ils avaient fait un paysage qui réunissait toutes les parties. Ce n'était pas une mosaïque aléatoire ou trop régulière. C'était dans le sens de l'éducation qu'ils avaient. Suivant. Alors là, c'était en France. Comment ça s'appelle? C'est un village où il y a un maire qui est extraordinaire. Il m'a demandé de dessiner une école. Et bon, on a fait une classe. Qu'est-ce que c'est que cette classe? C'est, en tous les cas, un désir de lumière, quelque chose qui est en soi et qu'on veut réaliser. Donc, j'ai fait semblant d'avoir arraché tout le coin et de le vitrer complètement. Bon, il tient puisqu'il y a des poutres, etc. Mais ça donne une organisation lumineuse tout à fait différente à l'intérieur. Suivant. Et j'ai inséré dans les petits bâtiments que ça a été une copie symbolique d'une maison du village avec la même fenêtre, les mêmes volets et un peu le même crépi, pour montrer un lien de nouveau. Personne ne s'en aperçoit, mais moi je suis content. Suivant. Une autre école qui est un peu plus tordue, dans un village plus loin,
Suivant. Alors ça, c'est une aventure triste. À Eupen, ils avaient pas lancé un concours, mais une demande de proposition pour un agrandissement de l'école professionnelle de Eupen. Et plusieurs architectes se sont présentés, chacun avec un plan déjà terminé. Moi, je suis venu avec les mains dans les poches, en les rassurant, en disant, moi, je ne travaille pas, mais vous allez travailler. On va faire ensemble. Et finalement, c'est moi qu'on a choisi, et on a fait ensemble. Ça a changé de toutes sortes de motifs. Ils voulaient avoir un lieu de rencontre, et puis ça a changé, etc. On a vraiment beaucoup bougé. Et ça a fini par une salle de gymnastique, Sporthalle, où j'ai dit, mais on pourrait faire de la musique aussi dans les cantons rédimés, mais il y a beaucoup de villages musiciens qui se produisent. Là, oui, c'est une bonne idée. Puis, on a demandé à Natterer, qui est un génie de la charpente, de nous faire une charpente légère. Ça consomme très peu de bois et c'est facile à faire, en couverture de tunnel un peu modulée. C'est très bon marché et acoustiquement, c'est meilleur que le plat. Suivant, je ne sais pas s'il y a encore... Non. Alors, cette école, elle a traîné parce qu'il n'y avait pas de budget, ils n'avaient plus assez d'étoffe pour emprunter. Ils sont donc passés par cette formule d'association entre l'entrepreneur, le financier et la commune. Ça s'appelle, je sais pas, PPA ou un truc. Et on a reçu des spécialistes de la fondation d'un truc pareil, ils étaient très aimables, mais finalement, c'est les entreprises qui ont gagné en disant ça c'est trop compliqué alors que c'était très simple, et on a été foutus à la poubelle. Suivant. Alors ça c'est une belle aventure en Italie, à Faenza, qui est le domaine de la faïence, là, de la porcelaine, de la céramique. Il y a des hectares d'usines. Et la ville est très belle et petite. Et ils ont demandé de faire une école pour 400, une école moyenne, là, pour 400 enfants, sur un terrain assez grand. J'étais avec le fondateur de Bioarchitecture, qui est décédé depuis 10 ans. Là, on avait commencé ensemble. Et j'étais à l'hôtel de ville, au service technique, leur expliquer ce que c'était une école. J'avais fait une maquette qui divisait tous les morceaux du programme en blocs. Une école, ça faisait un demi-litre. Donc, j'ai déversé un sac sur une énorme table et les 3 employés se sont occupés. On a discuté de comment on fait une école, évidemment. Ils étaient très motivés, même plus que moi, en écologie pratique. Et à midi, ils ont eu faim, ils ont dit c'est terminé. J'ai dit bon, on va photographier, etc. Et puis il a dit attention, il ne faut pas abîmer ça. J'ai dit non, on ne l'abîme pas, on recommence cet après-midi avec les instituteurs. Je crois que la suivante parle de ça. Oui, c'est la même chose, peut-être après. Oui, c'est l'entrée. Enfin, je suis rentré avec les souhaits de tout le monde et nous avons fait un plan à notre idée, mais avec tout ce qu'on a pu sentir de ce qu'ils souhaitaient. On leur a proposé et c'est eux qui ont fait les plans d'exécution et ceci est le résultat. Ça, c'est l'entrée. Hein? Oui, ça vient. Alors, bon, on avait la porcelaine, elle était représentée, l'irrégularité aussi de la ville. Il y a une petite tour, là, on la voit dépasser. Ça représente la tour de la Piazza del Popolo, qui est un château avec une tour quelque part. Les enfants ont dessiné tout ça. J'ai repris ce dessin, suivante peut-être, et non. Oui, la courbe de la toiture, c'est un dessin d'enfant. La pyramide aussi. Et alors, vous voyez, les murs qui finissent en dentelle, là, c'est repris
en scannant le dessin de l'enfant, en le donnant au maçon pour faire exactement ça. Donc il y a toute une série d'allusions, c'est peut-être un peu littéraire, mais ça donne un lien avec une population. Ils étaient 400 gosses quand même. Suivante. La fenêtre en coup de couteau, là, c'est encore un geste d'enfant. Suivant. Alors, il y a un petit jardin écologique sur la toiture, entre les autres, et de nouveau, au scan, les fioritures des gosses. Suivant. Encore. Et moi, j'ai repris une centaine de dessins que j'ai mis sur une grande feuille pour les caractériser et m'imprégner, je ne sais pas comment, d'une organisation, d'un esprit d'un enfant en groupe. Ça m'a servi à imaginer l'ensemble de l'école. Ils sont enthousiastes, encore maintenant, tout va bien. Le copain, c'était Ugo Sasso, qui est Siegfried am Mitterer. C'est pas très italien, mais c'est du nord, là où il parle l'allemand, vers l'Autriche. Ils ont lu en allemand sur l'écologie avant que les autres ne lisent en italien. Donc ils se sont dit il faut faire de la propagande et ils ont fondé des succursales dans toutes les villes italiennes. Et ils m'invitaient chaque fois qu'il y avait une nouvelle à faire une conférence. Suivant. C'est à Berlin-Est, on m'a demandé de m'occuper d'un des quartiers. Voilà la chose à réparer. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est soviétique comme système de construction, y compris les machines qui sont tellement lourdes qu'ils ont damé l'argile de telle façon que c'est du béton. Pour planter un arbre, il faut remuer 4 mètres cubes de terre pour que cet arbre vive. Et là, c'est étouffant avec ces trucs. Bon, suivant. J'avais proposé au concours qui a été ouvert de faire cette série-là. Voilà ce qui est actuel. La photo que j'ai prise, c'est ça. Il y a en couleur seulement les bagnoles, là, les Trabant. Je leur ai dit, si vous acceptez, vous demandez tous les projets que des habitants ont, raisonnables, vous discutez avec eux, vous en faites les listes et vous les faites. Et dans le désordre, il ne faut pas faire un bâtiment et puis un autre, puisque celui qui est là, il est content et tous les autres sont fâchés. Mais vous distribuez, quelqu'un veut une chambre à coucher en plus, vous l'accrochez à la façade. Et au sol, un atelier de quelque chose, vous construisez l'atelier n'importe comment. Et au bout de quelques années, suivant, ça devrait donner ceci. On ne maîtrise pas, on maîtrise l'organisation, mais pas l'objet. Il n'est plus question de deviner l'architecture soviétique et elle n'est pas touchée. Je n'ai rien enlevé. Suivant. C'est chaque fois 15 ans de plus. On a fait un trou là pour que ce soit respirable dans le coin. Suivant. Suivant. C'est 50 ans après ça. Et alors, comme il y avait une série de balcons l'un sur l'autre, là, en béton mal fait, et qui s'étaient effondrés les uns sur les autres, on m'a demandé de faire des balcons. Alors, j'ai dit oui, seul, je n'aime pas. On va réunir tous les habitants de la cage d'escalier, ce qu'on a fait. Nous avons dessiné, avec Dach d'ailleurs, le rez-de-chaussée, pour le rendre un peu compliqué, pour qu'ils soient motivés à jouer le jeu. Alors, on a fait une ossature en béton. C'est tellement fragile, ces bâtiments, qu'on ne peut pas s'appuyer même. Avec seulement des poutres, et à ça, une série de surfaces, carrées, rectangulaires, rondes, hexagonales, etc., que les gens puissent adopter, poser sur les poutres, on s'arrange toujours pour que ça tienne, et une série de garde-corps aussi, en briques, en verre, en bois, et ils n'avaient qu'à choisir et faire leur affaire en séance d'exercice, dans leur affaire, dans leur maison. Suivant. Alors, ils ont fait ça, c'est l'un après l'autre, et ils se sont, sur les tables, ils se sont entraînés à le faire. Ils se connaissaient quand même, ceux-là. Et il y en a un qui a mis son nom sur le balcon de peur qu'on le confonde avec un autre.
Donc c'est du sérieux. Suivant. Non. Alors, à partir de là, j'ai voulu, bon, on ne l'a pas fait évidemment, mais j'ai voulu proposer au Sénat berlinois, parce que la commune c'est un Sénat, qu'on considère ça comme une œuvre populaire d'art urbain. Ils m'ont envoyé paître en allemand, tout va bien. Alors, ça c'est de nouveau les 100 logements, vu depuis le petit étang qui est réservé à un but naturel de sauvage, etc. Suivant. Alors ça, c'est un truc très important. C'est une aventure moderne. Il existe un quartier à Dordrecht qui est malade. Les gens s'en vont, il y a des papiers par terre. Le directeur de la firme propriétaire responsable, Rob Hagens, était fort inquiet. Il a discuté avec le maire de Dordrecht. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont conclu qu'il faut ajouter des nouveaux habitants. Ça donnera du sang neuf et un avenir. En effet, c'était ce qu'il fallait faire. Alors, bon, le programme, c'est donc une guérison. Pas faire une architecture, mais que ça serve à ça. Donc, le plus irrégulier possible, le moins de répétitions, mais une bonne construction. Alors, c'était où? Mais le terrain de sport est parti, donc on le met à sa place. Où est ce terrain? Là. Est-ce qu'il est jusque là ou là? Non, là. Et il y a une allée d'arbres à côté. Est-ce que ça fait partie? Réponse, peut-être. Donc on était là et on a dû alors faire une maquette du quartier avec cette partie et des choses qu'on a distribuées dessus en disant c'est là. Il y a de la construction là, des petits blocs, de n'importe quoi. Et on était au comité de quartier. Il y en a beaucoup et ils sont actifs et précieux. Ils ont dit des tas de choses, comment il fallait faire. Par exemple, qu'un balcon, ça n'était pas moins de 4 chaises, une table et un bac à plantes. Maintenant, on sait. Parce qu'en France, on fait des balcons de 90 cm d'épaisseur, et un côté le frigo, de l'autre côté le vélo. Donc, tout ça a été discuté en atelier, et puis on s'est mis à travailler. Mais sur quel programme? Il a dit, vous faites des habitations. Oui, 75 mètres carrés, oui. Un peu plus, oui. 100, oui. 150, oui. 200. Et puis bon, on a commencé à travailler. Du coup, il y a Albert Heijn, qui est une firme de distribution d'alimentation un peu de luxe, qui a décidé de venir avec son poisson pilote Aldi, qui est moins cher. Donc on a recommencé dans nos plans, on a enlevé des colonnes pour mettre Albert Heijn et l'autre. Et puis ils ont continué à étudier leur cas. Et puis des médecins sont venus pour faire de la médecine urbaine. Il faut une salle de gymnastique, etc. On a fait tout ça. Et puis ils sont partis, ils sont revenus en deuxième phase. Et puis 2 écoles, c'est curieux cette habitude, on a vu souvent. 2 écoles ennemies veulent se construire une école unique, séparée, mais l'une contre l'autre. Enfin non, tout près de l'autre. On a tout dépioté pour pouvoir les mettre dedans, et puis ils ont disparu. 35 commerces, on les a mis, et puis il n'y a plus que la moitié. Donc tout ça joue, on change les plans facilement, on est habitué à le faire. C'est pas simple, mais on arrive à le faire. Et puis on a tout dessiné, on avait fini, on a dit, ben voilà. Et ils ont organisé alors une grande fête pour vendre, avec des danses de pêcheurs, avec le suroît, etc. Et les chants néerlandais, tout ça était là. Et des gâteaux et tout ce qu'il faut. Et puis ils ont mis en vente. Réponse 0. Rob a dit, ça fait rien, c'est normal, on continue. Et puis il avait l'obligation d'avoir vendu 50% avant de commencer le chantier. Donc il a dit, c'est ennuyeux,
Et alors, les adjudications, c'est pas ça en Hollande. Ils demandent à des confrères les expériences qu'ils ont avec les entrepreneurs. Et le meilleur, ils le choisissent. Ils disent, voilà les plans, faites-nous un prix. Et si ce prix paraît raisonnable, on passe le contrat avec lui. Tous les espionnages qu'on a, nous, avec les mises en adjudication, il n'y en a pas. Donc on a eu un entrepreneur, il a commencé à travailler par les parkings en sous-sol avec une protection. L'eau est immédiate. Et puis on a commencé la tour, puis ça a continué. Toujours pas de vente. La tour est arrivée en haut, et dans le mois suivant, tout a été vendu en gros. Parce qu'ils ne croyaient pas que c'était possible, simplement. Et quand on a fait le chantier, ils ne voyaient pas que... Puis ils ont pris peur en disant il n'y aura plus rien à vendre. Donc ça a marché. Et c'est ce que j'appelle un conglomérat. Un agglomérat, c'est l'inverse. Un agglomérat, c'est une série de choses qui sont forcées de se mettre ensemble. Un conglomérat, c'est des objets ou des êtres qui volontairement se mettent ensemble pour coopérer à quelque chose. C'est donc un conglomérat, et c'est surtout Darc et l'équipe qui a, dans tous les détails, fait que chaque cage d'escalier forcément a un ascenseur quand c'est important, mais il y a de temps en temps des diverticules, il y a des couloirs qui sortent et qui vont sur un balcon, et les portes d'entrée des appartements sont là. C'est tout à fait une autre... Toutes les différences, on les a mises ensemble. Et on est dans des prix honnêtes, avec des bureaux d'études très, très compétents et amicaux. C'était un chantier merveilleux. Les 4 chaises et tables, les voilà. C'est abrité. C'est très compliqué et ça ne coûte pas beaucoup plus que le triste, suivant. Aussi avec Albertine à gauche. Suivant. Vue de la place devant, où on voit la première cour qui est largement ouverte et le quadrilatère qui refait les rues. On donne un voisin d'en face aux façades qui existent. Suivant. La cour intérieure, où il y a des villas, j'allais dire, qui ont ça comme entrée, et les escaliers sont là, les secours, tout ça est prêt, bien étudié. Suivant. Il commence à coloniser. Il continue, maintenant c'est très feuillu. Suivant. Il se fortifie un peu contre et puis il s'ouvre. C'est une observation d'animaux qui font leur nid. Hein. Suivant. Alors ça c'est la dernière série. Je parlerai encore du conglomérat. C'est les jardins que Simone a un concours de jardin où elle a participé à Blois, oui. À Chaumont-sur-Loire, c'est ça le mot que je cherchais. Et on lui a demandé de participer. Le jardin faisait 220 mètres carrés, relativement carré, mais un peu rond, arrondi, etc. Je lui ai dit, il y a Pija, qui est le patron de ça, qui voudrait que tu participes. Je me suis fait engueuler, elle a dit, un jardin, ça ne se fait pas pour une année. Il faut plusieurs années pour le faire, et ce n'est pas la peine de... etc. Non. Je l'ai expliqué à Pija, puis je suis revenu avec les arguments de Pija. Finalement, elle a accepté. Oui. Pour rectifier un peu, en fait, ils m'ont convaincu l'un et l'autre, M. Pija et Lucien, heureusement, mais finalement, on m'a donné comme argument que ça pouvait aider dans les constructions qu'on faisait et où, à la fin du chantier, la partie qui avait été adjugée pour faire des plantations était absolument toute dévorée. Donc, par conséquent, j'ai réfléchi et finalement, j'ai fait un jardin pour prouver, et c'était il y a longtemps, c'était il y a 32 ans,
j'ai fait un jardin de légumes qui maintenant sont très très à la mode, mais c'était il y a 32 ans. Et alors beaucoup de paysagistes très célèbres, parmi certains des Américains et des Anglais, n'étaient pas d'accord que je fasse ce jardin. Pendant 3 jours, je n'ai pas pu continuer. Et ce sont les gens de la mairie de Blois qui ont dit « on va vous aider ». Et on m'a aidé à planter des citrouilles, des choux magnifiques. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais déjà étudié les plantes compatibles. Les plantes compatibles, ça veut dire que si vous plantez par exemple une rangée d'aubergines et une rangée de tomates, ça sera au plus fort, comme dans la vie. Elles ne s'entendent pas du tout, elles n'ont pas du tout les mêmes prédateurs et les mêmes éléments vivants. Donc, par conséquent, vous aurez ou des belles tomates ou des petites aubergines molles, et vice-versa, ça dépend. Et avec j'allais dire, ce savoir de plantes compatibles, j'ai pu faire je m'excuse d'être prétentieuse, mais le jardin était très beau. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a fait beau. C'était pendant 4 mois et j'ai eu de la pluie, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Donc, je n'étais pas tout à fait totalement responsable puisque le temps était avec moi. Merci. Un jardin doit être habité. Comment faire? Faire une niche où il y a une table, un banc, 2 bancs, et un buisson en dessous duquel il y a le vin blanc. Alors, suivant. Fontaine. Oui, il y a une fontaine. Voilà Simone qui harangue la foule, parce que c'est des visiteurs qui s'implantent subitement. Et ils discutent entre eux, moi je fais comme ça, etc. Suivant. Il y avait un arbre avant. On a dû couper cet arbre et j'ai demandé qu'on en fasse des pavés pour rappeler qu'il y avait un arbre. Ce qui fait qu'il y a un visiteur qui vient, il marche sur du silex, ça fait un bruit qui n'est plus le même parce qu'il est sur du bois. Il me voit et il a une interrogation et je lui dis il y avait un arbre. Le degré 0 de l'histoire commence là. Mais s'il n'y a pas cet arbre, s'il n'y a pas ce prétexte, il n'y a pas d'histoire. Suivant. Ça, c'est l'entrée qui est aussi la sortie, qui est entourée d'une tige qui supporte les volubilis, mais qui n'est pas un cintre. C'est un homme, c'est en forme d'épaule, la tête et puis l'autre épaule. Et c'est assez étroit pour que 2 personnes ne puissent pas traverser ensemble, ou l'un contre l'autre, sans se mettre un peu de côté et dire « oh pardon » ou quelque chose. Donc ça provoque ça. Sinon, c'est un courant d'air qui ne signifie rien. Suivant. C'est terminé, je crois. C'est fini. C'est la dernière. Il faut bien. Hein.